À toutes. J'ai utilisé le micro comme je passe à la télévision, sur les ondes de CEF TV, une station qui gagne à être connue si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, bienvenue à cette conférence du CEF, cette belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre Mme Claire Depardieu. Si vous lisez Le Fil, qui est le journal de la communauté universitaire, vous avez peut-être vu son nom il y a environ 2 semaines. Elle a eu droit à un article dans Le Fil pour des travaux qu'elle mène en compagnie de Jean Caron de la Faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation sur la mise au point d'un nouveau type de substrat pour la culture de la fraise. Merci. Hors terre, mais ce n'est pas de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Elle va nous parler de travaux qu'elle a fait dans une vie antérieure, parce que Mme Depardieu a une maîtrise en sciences forestières, agronomiques et sciences de l'environnement de l'Université de Nancy. Elle est également titulaire d'un doctorat en sciences biologiques et de l'environnement, cette fois-ci de l'Université de Franche-Comté, où elle avait travaillé sur le chêne sessile, si... Oui. La mémoire et chêne pédonculé. Chêne sessile et chêne pédonculé, sur l'expression des aquaporines. Et suite à son doctorat, elle a fait un stage postdoctoral à l'Université de Toronto, campus de Mississauga, où elle a travaillé sur le transcriptome du pin blanc de l'Est. Et c'est justement ce dont elle va nous entretenir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien là? C'est bon? J'ai comme pas de retour? Ok, c'est bon. Juste le petit laser pour avancer mes diapos. Ah, ok, ça va bien. Tout d'abord, merci Monsieur Bernier pour cette invitation. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'assemblage des novos du transcriptome du pin blanc. Je vais essayer d'être assez bref sur la spécificité d'expression génique dans les différents tissus pendant la transition de l'hiver au printemps. Tout d'abord, rappelons l'importance des conifères, donc à l'échelle mondiale. On voit ici la répartition des conifères en noir. On voit une répartition importante en Asie, en Europe, mais également au niveau de l'Amérique du Nord. Et à l'échelle du Canada, les conifères ont une importance écologique assez notable, puisqu'elles représentent 55% de la forêt boréale canadienne. Rappelons aussi l'importance économique de ces espèces-là dans la production de bois-ronds. Alors les conifères, ça regroupe environ plus de 600 espèces, dont la sous-famille des pinacées, qui regroupe 225 espèces et 11 genres. Donc les conifères ont un mode de vie dit pérenne, c'est-à-dire qu'ils vont être face à des changements climatiques, que ce soit le changement climatique global, mais aussi ils vont faire face à des variations saisonnières. Ils vont mettre en place différents types de stratégies d'adaptation, à noter donc la diversité génétique, et également à l'échelle de l'individu, une plasticité phénotypique, qui implique une régulation de l'expression génique, des modifications dynamiques de l'expression de ces gènes-là. Quand on parle de variations saisonnières, on parle de fluctuations en termes de température, de photopériode, mais également de lumière, que ce soit qualité ou quantité de lumière. Chez les conifères, eux et ces arbres-là, ils ont une forte périodicité de la tolérance. Ils ont une forte périodicité annuelle de la tolérance au froid, et ils ont une capacité de résister au froid assez importante. Ici, vous voyez la variation annuelle. C'est vraiment schématisé, mais c'est pour marquer les esprits. La variation annuelle de la tolérance au froid. Vous voyez que pour les 4 saisons, là, vous voyez qu'en automne, on a une phase qu'on dit d'acclimatation et qui correspond à l'acquisition de cette tolérance au froid chez les arbres. Et cette tolérance, elle atteint un pic en hiver. Par la suite,
avec l'augmentation des températures, donc de l'hiver en passant par le printemps jusqu'en été, eh bien, on a une désacclimatation de ces espèces-là avec une perte progressive de la résistance au froid. Et puis, eh bien, quand on arrive à la fin de l'année suivante, on a bien sûr donc un automne encore, et puis là, on va avoir une phase encore d'acquisition de la tolérance au froid, et on va pouvoir parler de phase de réacclimatation. Alors, ces variations saisonnières, elles diffèrent selon l'espèce qu'on considère, selon la provenance que l'on considère, et selon le tissu que l'on considère. Donc, quelques notions de la tolérance au froid. Je vais essayer d'être synthétique. Donc, la tolérance au froid, elle est définie par deux types de processus. Tout d'abord, l'acclimatation au froid. Donc, chez les angiospermes, et même un petit peu dans une moindre mesure, mais on connaît pas mal aujourd'hui les processus qui sont liés à cette acclimatation au froid, qui impliquent une réduction de la photosynthèse et de la croissance, l'accumulation de sucre soluble, l'accumulation également de protéines qu'on dit cryoprotectrices, qui incluent les LEA, les chaperones et des enzymes de biosynthèse, d'oxydants et d'osmoprotecteurs. Donc chez les angiospermes, on connaît très très bien cette cascade de régulation, l'expression génique en réponse au froid, qui inclut les facteurs de transcription CBF qui vont ensuite induire des expressions, enfin les réponses, qui vont définir les réponses des gènes qui répondent au stress, qui sont les core genes. Ensuite, un deuxième processus qui va contribuer à la tolérance au froid, eh bien, c'est la résistance à la désacclimatation. Quand on arrive en période, en augmentation de température de l'hiver vers l'été, puis la capacité de se réacclimater suite à l'application du froid. Donc ici, là, les études nous montrent qu'on connaît les processus chez les angiospermes, mais chez les conifères, là, il y a vraiment rien à date en termes d'expression génique. On ne connaît rien sur les processus liés à ces phases-là. Et les quelques études que j'ai trouvées, ça reportait des études métaboliques. Donc, vu qu'on a des stratégies écophysiologiques très contrastées entre les angiospermes et les conifères, eh bien, on a vraiment besoin d'acquérir des connaissances chez les conifères pour les phases de désacclimatation et de réacclimatation au froid. Donc, un petit point sur l'information des génétiques des conifères. En gros, qu'est-ce qu'on connaît de façon globale? Alors ici, vous avez un graphique qui vous répertorie la taille des génomes en fonction de la qualité de l'assemblage. Alors, vous savez, quand on assemble un génome, on regarde sa qualité. Donc, ça nous donne une idée de ce qui est plus ou moins caractérisé. Donc, vous voyez que notre modèle Arabidopsis, là, sans surprise, c'est le génome le plus caractérisé aujourd'hui. C'est le modèle chez les plantes, là. Et puis, on voit en revanche que pour les conifères, eh bien, on est au stade de draft assembly, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train encore de caractériser ces génomes-là. Et c'est relativement peu connu. Alors pourquoi ces différences? Ça s'explique par la taille des génomes des conifères qui est énorme. On parle de mégagénomes là, avec notamment des tailles jusqu'à 8 fois plus grands que le génome humain. Alors ça, c'est des estimés, hein, bien sûr, mais vous voyez ici, avec le pain blanc, là, qui est parmi les génomes estimés l'un des plus grands que l'on puisse connaître. Alors, en revanche, ils sont gros, ces génomes-là, mais le nombre de séquences codantes, là, il n'est pas forcément plus élevé, pas autant, là, que chez les angiospermes. Alors, pourquoi? Alors ça peut s'expliquer par la présence de longs introns et la présence de motifs répétés, ce qui fait qu'on a affaire à des génomes vraiment complexes. Et ça, c'est un problème quand on veut assembler, parce qu'il y a les challenges technologiques. Et on en arrive
on en arrive à une bonne nouvelle, c'est le développement du séquençage de nouvelle génération. Ce qui fait qu'on a une progression absolument fulgurante des données disponibles, avec des données des publications récentes, alors en termes de génome, avec le génome qui est caractérisé, qui a été caractérisé chez l'épinette blanche notamment, l'épicéa commun et récemment aussi le Pinus taeda, c'est le pin à encens. Les transcriptomes, j'ai pas tout mis, mais effectivement, il y a énormément d'études qui sont en train d'être publiées actuellement chez le pin. Là. Et puis, je voulais juste noter les projets scientifiques en cours. Je suis pas exhaustive ici, je voulais juste vous indiquer qu'il y a un gros projet qui prévoit le séquençage des génomes de nombreuses espèces de conifères ici. Voilà. Par contre, pour le pin blanc, alors c'est ce qu'on discutait avec Monsieur Bernier, il semblerait que pour l'instant, il n'y ait aucune information, en tout cas publiée à ce jour. Voilà, donc les objectifs de mon séminaire aujourd'hui, ça va être de vous parler de l'assemblage du transcriptome du pin blanc, et ça va être de vérifier par un certain nombre de critères la qualité de mon assemblage, vous présenter succinctement une analyse transcriptomique comparative avec d'autres espèces de conifères, et puis vraiment rapidement d'identifier les gènes qui sont potentiellement associés à la tolérance au froid chez le pin blanc. Voilà, donc l'expérimentation. Alors, j'avais pas de photo, je m'excuse. L'expérimentation, donc en fait, on a fait des expériences en chambre de croissance. Donc des pins ont été transférés en chambre de croissance, puis on a simulé des environnements. On a simulé un hiver, donc en modifiant les paramètres de photopériode, lumière ainsi que la température. Et donc là, on est en phase d'acclimatation. On a simulé une phase de désacclimatation en simulant successivement le printemps et puis l'été. Et ensuite, on a simulé une phase de réacclimatation en réimposant par la suite du froid. Alors, ce sont des conditions forcées, on s'entend. Alors, à chaque point de mesure, donc, on a pris 4 types de tissus. À chaque fois, on a prélevé 5 plantes par tissu et par temps de récolte, ce qui fait qu'on a généré un total de 44 échantillons différents. Ces 44 échantillons différents ont été soumis au séquençage après préparation de librairie. Et donc, on a séquencé à l'aide de la méthode Illumina ISEQ 2000, qui est particulièrement performante. Et on a effectué par la suite des étapes de filtrage des données séquencées. Donc, après filtrage, là je vous dis pas les détails, en tout cas, une fois qu'on a enlevé les bases de mauvaise qualité, etc., donc on a ce qu'on appelle des clean reads, et là on avait plus de 360 gigas de données à assembler, avec aucun génome de référence, donc là on fait un assemblage qu'on appelle de novo. Et puis là c'est la grosse question, ça a été la stratégie. Comment fait-on pour obtenir un assemblage de qualité et par rapport aux ressources dont on disposait. Donc on a choisi de faire l'assemblage en utilisant 2 types de logiciels. L'assemblage a été fait dans un premier temps, donc a été pour chaque tissu. On a fait l'assemblage en utilisant le logiciel Trinity, qui est particulièrement performant là, pour les données RNA-seq, là, des nouveaux, donc, et qui sont adaptés pour les courtes lectures. Et par la suite, on a fragmenté les transcrits obtenus de chaque tissu en generated reads, donc on a généré des reads encore, et on a cette fois-ci fait l'assemblage de l'ensemble de nos données. Avec le logiciel Nubler. Alors Nubler est très reconnu dans le domaine des conifères, là, parce que historiquement il a été très utilisé pour les conifères. Et donc ça a été montré dans la bibliographie et il est adapté pour les lectures un peu plus longues. Et donc suite à ça, on a récupéré notre transcriptome et on a filtré nos données en sortie pour la longueur de séquence et aussi pour le nombre de reads
que supportait pour chacun des transcrits. Donc en gros, on considérait que 100 reads ou plus, ça supportait le transcrit obtenu. Donc ensuite, c'est pas fini. On a fait des analyses bioinformatiques, donc là c'est le gros du travail. La notation fonctionnelle, donc on a annoté avec des recherches d'homologie, par recherche d'homologie de séquence, là, par BLAST, là, autrement dit. On a fait des BLASTX et BLASTN contre différentes bases publiques. J'ai aussi fait la caractérisation donc Géo, l'identification de domaines protéiques avec Interpro, l'identification de facteurs de transcription. Ensuite, en parallèle, il fallait donc détecter si on avait la présence de séquences codantes ou pas, puis dans quelle mesure on avait reconstitué nos gènes. Donc on a fait des analyses de détection de cas de lecture ouvert. Et une méta-annotation, donc ça en fait c'est par homologie de séquence, là, on était capable de dire si on avait reconstitué de façon complète ou partielle nos transcrits. Voilà, donc ça c'est en blastant contre le set de données Plaza de 5. Et ensuite, avec les reads, donc on a mappé les reads contre les transcrits, et là, ça nous a permis de filtrer nos données là, initiales, et puis de faire des analyses d'expression. Alors, je pense que vous êtes tous experts, donc j'avais préparé ça au cas où. Les définitions, qu'est-ce qu'on a à la sortie de l'assemblage? On a un gros fichier avec des séquences, et puis on a des contigs qui correspondent à l'assemblage de reads. On a aussi des isotigs, qui sont des contigs qui ont été mis bout à bout là, durant l'assemblage. Donc en fait, notre liste de transcrits finale, il va être composé d'isotigs et de contigs, et ça, c'est réassemblé par la suite par Newblr en isogroupe ou unigène. Alors je vais parler d'unigène aujourd'hui pour être simple. Donc c'est un gène qui est censé être unique, prédit en tout cas. Voilà. Donc les caractéristiques de notre transcriptome. Final. Donc ici, on avait, avant les étapes de filtrage des données, là, donc vous voyez qu'on avait un nombre de gènes complètement faramineux. Et en fait, la majorité, alors ça, on a pris les conseils des experts là, pour savoir quel type de critères on pouvait prendre pour filtrer nos données. Et donc, en fait, on a filtré nos données pour les transcrits donc, les transcrits de moins de 500 paires de bases ont été éliminés par la suite, et les transcrits qui étaient supportés par 100 reads ou plus ont été conservés pour considérer le transcriptome final. Voilà. Donc ensuite... on a voulu valider notre approche d'assemblage, parce qu'on a choisi une stratégie, mais est-ce que ça a été comme efficace? Donc ici, vous avez le pourcentage de transcrits en fonction de la longueur de séquence. Donc vous voyez ici les 4 dernières barres, ici, là c'est en gros, ça représente la distribution chez chacune de mes assemblages, là, pour chaque tissu. Donc en fait, j'avais pas de différence entre tissus, donc pour simplifier les choses, là, je vous montre ici comme une moyenne, okay, pour chaque tissu. Ici en noir, vous avez la répartition pour l'assemblage final, là, finalement. Donc on voit ici que notre stratégie a permis d'augmenter la longueur moyenne des contigs. Ça, ça nous indique qu'on a augmenté la qualité de notre assemblage. Et puis, alors par contre, on n'augmente pas le N50, là, qui est un indicateur de qualité. Plus normalement c'est haut, et plus on a une qualité augmentée. Là, c'est comme pas toujours le cas, mais en tout cas, dans notre étude, on n'a pas d'augmentation. Et le N90 là est augmenté. Et bien, ici, on voit effectivement qu'on a une augmentation de la proportion des séquences de 1500 paires de bases et plus. Et puis, pour tenter de valider notre approche un petit peu plus clairement, là, on a blasté
Donc on n'avait pas de génome de référence. Donc on a décidé de blaster contre le protéome de référence Pinus taeda qu'on avait, en tout cas la dernière version qu'on avait eue, on l'a utilisée, et on voit qu'on augmente les scores du blast, entre les tissus spécifiques, là, les assemblages, et puis la finale. Donc ça nous indique qu'on a augmenté la qualité de notre assemblage et qu'on a un transcriptome à la fin là, de qualité. Alors, la notation fonctionnelle, dont je ne vais pas parler de tout, parce que j'ai pas le temps, basiquement. Les géo, protéines domaines et TF, là, sont reportés. Simplement, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, pour les Blastix, on voit une proportion de 40 à 53% d'unigène à noter. Donc ça concorde avec différentes observations qui ont été faites pour les différents conifères. Alors, cette proportion-là, là, elle est faible. Elle est faible relativement. Quand on annote une transcriptome d'angiosperme, là, on a beaucoup plus que ça en pourcentage. Alors comment ça peut s'expliquer ça? Ça s'explique par la divergence entre les séquences d'angiosperme et puis les conifères. Et aussi, là c'est reporté dans la littérature, le manque de séquences de conifères dans les bases de données publiques, en tout cas. Et deuxième chose, ça peut être le fait qu'on ait des séquences courtes dans notre transcriptome et ou non condantes, et la présence de transcrits rares, parce qu'effectivement on est dans des conditions un peu spécifiques d'environnement, donc on peut avoir dans notre base de données certains gènes qui s'expriment, mais pas dans tous les cas, là, puisqu'ils pourraient expliquer effectivement qu'on trouve qu'on est moins capable d'annoter en tout cas. Pour tenter d'améliorer un peu notre annotation, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de voir un niveau nucléotidique, là, en prenant les mêmes critères de significativité, mais en tout cas, regarder et puis blaster contre une database qui avait été utilisée pour la notation du pain maritime. Et donc, grâce à ça, eh bien, j'ai pu annoter 5000 gènes supplémentaires. Et en ce qui concerne la méta-annotation, la détection d'ORF là, nous a permis de voir qu'effectivement j'avais comme 70% de mes unigènes qui étaient prédits complets, des gènes complets. Et parmi eux, là, j'en ai validé plus de la moitié en blastant contre la database de Plaza. Donc si on fait un bref récapitulatif de la notation, ce qu'on obtient c'est ça. En fait, ici vous avez ce qui est prédit par la méta-annotation ici, là, en blastant contre Plaza, les blast hits et la notation, la détection d'ORF ici. Et donc en gros, on a obtenu la notation de 23 600 séquences qui sont prédites complètes et qui ont une séquence homologue dans une des databases que j'ai utilisées. Donc ça, alors c'est un tout petit peu plus que l'épinette blanche là. C'est pas vraiment ça qui va faire de quoi là, c'est ici là, en comparant. Pour le pain maritime là, eux ils ont obtenu une annotation complète de seulement 9000 séquences. Donc ça, notre résultat là, ça nous indique qu'on a reporté une transcriptome de qualité ici. Donc pour aller un petit peu plus loin, en fait, on s'est posé la question de savoir si effectivement on était représentatif d'un transcriptome d'un conifère, là, quelle que soit l'espèce qu'on considère. Donc en fait, j'ai été chercher dans les bases de Dendrome là, pour voir quel transcriptome je pouvais avoir, puis avoir comme une comparaison avec d'autres espèces de conifères. Là. Et en fait, j'ai utilisé le système Trapide, je ne sais pas si vous connaissez ce système-là. Et en fait, il est spécialement designé pour faire des comparaisons de données assez larges transcriptomiques. Et donc, ce qu'on obtient ici, alors vous avez la classification géo. Alors, ce qu'on obtient ici, en fait, c'est qu'on a vraiment, en termes de proportion de GeoSlim, là, on a des proportions vraiment similaires entre les différentes espèces. Ça nous indique effectivement notre transcriptome, eh bien, il est représentatif d'un transcriptome de conifères. Alors, pour aller plus loin, maintenant, il fallait que je regarde
c'était quand même notre but de regarder aussi l'expression différentielle de certains gènes. Et puis essayer de voir surtout s'il y avait comme des différences de réponse entre mes différents tissus face au changement climatique que je leur avais imposé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les proportions de GeoSlim là, pour chacun des gènes qui étaient différentiellement exprimés. Et puis ce qu'on voit, alors à première vue, ce qu'on voit, c'est qu'entre les tissus, donc en phase de désacclimatation, là, puis en phase de réacclimatation, quand on impose le froid, ce qu'on voit, c'est qu'on a des proportions assez conservées quand même entre les tissus. Donc ça nous indique qu'on a des processus biologiques qui sont comme communs entre les tissus. Par contre, ce qui est intéressant, ici. Ce qu'on voit notamment, c'est pour la réponse au stress puis au stress abiotique, là, si on les regroupe les deux, on voit une proportion un peu plus faible pour les racines que pour les autres tissus. Et ça, c'est en accord avec ce qu'on connaît sur la tolérance relative des tissus, c'est savoir que la racine est plus tolérante au froid que, en tout cas, les autres tissus. Et je voulais attirer juste votre attention sur le métabolisme donc des hydrates de carbone, qui est très reporté dans la littérature comme étant fortement corrélé avec la tolérance au froid. Et donc on voit ici des différences en termes de proportion entre les différents tissus. Alors je ne sais pas si j'ai trop le temps là, mais je voulais juste vous montrer ça. C'est-à-dire, ici, j'ai ensuite fait des diagrammes pour voir quels gènes étaient communs, là, ce qui était régulé, quels gènes étaient communs ou spécifiques des tissus, en phase de désacclimatation et réacclimatation. Et puis là, en fait, pareil, donc, je vais juste regarder ici. Pour la racine, on a un nombre de gènes assez important qui sont différentiellement exprimés pendant cette phase-là, et puis qui sont spécifiquement induits ou réprimés chez la racine. Et durant cette phase-là, on appliquait un stress de froid, mais très rapide. Et nos échantillons, on les a récoltés de façon très rapide. Donc là, ça nous donne grosso modo une indication des changements de métabolisme dans les premiers temps du froid. Et en fait, c'est une indication de la tolérance de la racine, parce qu'on a des changements qui arrivent très tôt, et puis beaucoup de gènes régulés par rapport aux autres tissus. Et alors ici, en phase de désacclimation, ça c'était un petit peu moins clair là, mais en regardant, en fait, on a d'expressions différentielles plus marquées chez les bourgeons puis chez les aiguilles là, que les deux autres tissus. Alors ça peut s'expliquer, alors encore c'est une hypothèse, par le fait que lorsqu'on a une augmentation de température, en fait la plante dans l'environnement naturel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise notamment ses réserves des anciennes aiguilles, donc elle utilise les réserves. Et puis, les réserves, ça sert à faire repartir finalement les bourgeons. Donc, toutes les réserves là, elles sont transportées vers le bourgeon. Puis après, le bourgeon là, il utilise ces réserves là. Alors, ça, en regardant un petit peu l'expression différentielle des hydrates de carbone là. Donc on voit ça, alors je ne vais pas vous détailler tout ça là, mais ici, les glycosides hydrolases, là, on voit que on a une induction de certaines glycosides hydrolases là, qui convertissent l'amidon en sucre soluble. Et donc ça supporte l'hypothèse d'une réactivation du métabolisme du bourgeon en phase de désacclimatation ici. Et ici, on voit aussi qu'on a un réarrangement. Alors ces gènes-là, ils sont impliqués dans tout ce qui est paroi cellulaire et puis modification de la fluidité membranaire. Donc on voit ici une induction également de ces gènes-là. Donc en fait, l'hypothèse posée ici, là, ce serait qu'effectivement le bourgeon active son métabolisme plus vite que les autres tissus. Voilà, donc ma conclusion. Donc on a obtenu un transcriptome qui, de notre point de vue, est robuste et assez complet. On a tenté d'optimiser l'assemblage. On a démontré qu'il était représentatif d'un transcriptome de conifères. On a aussi tenté de discuter qu'on avait des régulations d'expression génique qui sont différentes entre les tissus.
C'est pas le bon. Et ensuite, à quoi ça va nous servir, ce transcriptome-là? Il y a plusieurs utilisations. Ça va nous servir à améliorer nos connaissances dans les mécanismes de désacclimatation et de réacclimatation chez les conifères. De façon plus interne, ça fait comme une liste de gènes qui sont à disponibilité quand on veut faire, quand on a des gènes candidats qu'on veut tester en interne dans le laboratoire. Donc on essaie de voir les comportements avec nos données à l'interne. Et de façon plus générale, ça va servir au futur séquençage du génome de pain blanc. Ça, c'est plus à long terme, parce qu'on sait que les données RNA-seq, là, ça sert en tout cas quand on veut assembler un génome par la suite. Voilà. Voilà, donc mon séminaire aujourd'hui, c'est parce que je recherche un stage postdoc en génomique, métagénomique, enfin quoi qu'il en soit, je veux du travail, je veux un postdoc si c'est possible, dans ce domaine-là qui me passionne. Mes remerciements vont à mon superviseur, Ingo Hensminger, à Nicolas Provart avec lequel je travaille en collaboration, à Maurice Hetz qui nous a beaucoup aidé, c'est un bioinformaticien, et à mes collègues et amis de Toronto. Voilà, merci beaucoup. Très efficace, de sorte que nous avons amplement de temps pour des Nathalie. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de Moi aussi. rencontrer. J'ai entendu parler de vous. Je voulais savoir, les plans sur lesquels vous avez travaillé, c'est des plans de quel âge? C'est une bonne question. Je crois qu'ils avaient 5 mois. C'est des petits seedlings. Là, on parle de seedlings. Là, on parle pas de grands arbres. OK. Puis est-ce qu'ils avaient des origines différentes ou c'était... Non, ils ont essayé d'homogénéiser l'origine, d'après mes informations. OK. Voilà. C'est bon. Comme nous sommes à la télévision, alors je m'occupe du micro. Damas? Merci. Ma première question d'ordre général, quand tu nous as présenté un peu le concept là d'acclimatation, et j'ai vu que on dirait que c'est une chose progressive. Hein? Donc quand on va de l'hiver, puis bon, si par exemple on prend des plants de pain blanc, enfin de semis de pain blanc à l'été, et vous leur donnez un choc. Arrêtez, c'est-à-dire? Vous leur donnez donc vous le prenez, et donc ils sont par exemple en serre là, ouais. Et vous les mettez donc au froid, un choc ouais. Au froid. Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quand vous avez fait votre... je voulais savoir le pourcentage de couverture de votre assemblage. Le pourcentage de couverture? De couverture. Coverage. Donc, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas du tout vu ça. Là. OK. Et puis, bon, l'autre question, c'est que j'ai vu aussi que quand disons la longueur moyenne, ouais. On dirait après filtrage, c'était... non, j'avais trouvé que c'était, je crois, plus qu'avant filtrage. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, en fait, quand on a filtré les données, là, moi, j'avais un output de l'assemblage, puis j'avais comme des séquences de... En fait, j'ai pas tout raconté, là, c'est que j'avais un output, puis j'avais des séquences de 100 jusqu'à peu importe, les plus grandes séquences. Donc, par définition, là, comme j'avais généré des reads de 100 avant, puis que je tentais de réassembler les reads, je m'attendais à ce qu'au moins j'ai des séquences de 200 paires de bases. Donc j'ai éliminé les séquences de 100 à 200 paires de bases. Ok, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, alors c'est ce que je parle, le filtrage. Après là j'avais mon transcriptome de 200 paires de bases, puis jusqu'aux plus grandes séquences. Puis ensuite l'étape de filtrage, là c'est que j'ai éliminé les séquences de 200 à 500 paires de bases. Donc forcément là quand on regarde les caractéristiques de l'assemblée, ben forcément on a comme le contigue, la longueur du contigue, là, elle augmente. Mais ça c'est logique, là, c'est par rapport aux étapes de filtrage que j'ai appliquées là.
Donc c'est normal que la longueur du contigue soit plus longue. C'est plus longue. Ben, en tout cas, oui, en considérant le set de données réduit là. Ouais. Merci. Ben, dans le fond, j'ai des questions vraiment techniques qui rejoignent les questions de Damas un peu. Tu peux répondre? Là, on a parlé du stress et puis Damas abordait la question que l'arbre est en plein été, tout va bien pour lui, tout ça, puis d'un seul coup, on lui fait subir un choc au froid. Donc, tu l'as pas indiqué, c'est quoi finalement le temps de stress? Quand tu dis qu'il subissait un choc de froid, enfin, un stress de froid, pas un choc, excuse-moi, c'est combien de temps le stress avant que tu fasses ton échantillonnage de tissu? Excuse-moi, c'est juste que je ne l'ai pas précisé, parce que c'était une diapo très complexe. Si je peux revenir dessus, si tu me permets. En fait, je l'ai pas dit clairement, là, ça c'est sûr. Ouais, c'est ici. En fait, les temps de stress sont ici. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, là, en tout cas. Mais là, c'est 3 jours, 6 jours. Là, on est à 3 jours, 6 jours, 3 jours, 6 jours, 21 jours. Et là, on est vraiment dans 4 heures, 3 jours et 6 jours. Et puis, vous avez sélectionné ces dates-là d'échantillonnage comment? Alors ça, c'est pas moi qui a fait ça. C'est une difficulté, donc la réponse que je ferais, alors dans leur perspective à eux, en fait, là, ce que voulait voir Ingo, là, c'est ce que voulait faire Ingo à l'interne, c'est aussi avoir comme une liste de séquences du pain blanc, parce que eux, ils font des analyses Northern ou QPCR, donc eux, ils ont déjà des idées de gènes candidats. Puis ils voulaient évaluer, c'est ça, réponse courte, réponse longue, là, tu sais, mais en fait, ici, là, ça, et ça, je pense que c'est à souligner quand même, ça, c'est la faiblesse pas au niveau du transcriptome et de l'assemblage, mais ce sera la faiblesse de notre étude si on veut regarder l'expression différentielle du gène, là, parce que là, on n'a pas de réplica, là, pour chaque time point. Donc, c'est ça. Voilà. Okay, ouais, donc voilà. Non, mais en fait c'est ça, c'est qu'ils voulaient voir les réponses comme à long terme. Et puis là, dans la phase de réacclimatation, ils ont mis 4 heures parce qu'en phase de réacclimatation, là, il y a des comme des transient upregulated genes. Ouais. Là. Il y a des. Donc ça c'est connu dans la bibliographie. Donc ils ont designé les time points en fonction de ça, là, de ce qu'ils attendaient en tout cas. Mais on s'entend que si on veut regarder l'expression des gènes, là, on s'entend qu'il faut passer en QPCR puis avec des vrais réplicas pour faire un design clean. Là, on s'entend. Mais voilà. J'ai une autre question technique si vous voulez. T'as séquencé sur combien de lanes de ISEC? T'as 44 échantillons, vous avez mis ça sur combien de lanes? Franchement, je crois que c'est 8, mais je suis pas sûre du tout là. Tu sais, là, on est dans les... Et donc, parce que je suis arrivée, moi, le séquençage avait été fait. Puis j'ai juste préparé l'assemblage, la stratégie d'assemblage, j'ai annoté là, mais quand je suis arrivée, le séquençage avait juste été fait, là, on avait juste les sorties de séquences là, puis tu sais, il fallait filtrer les données. Puis... Et t'as une idée de ta profondeur de séquençage moyen? Non, c'est ça, je sais pas, faut que je regarde ça là, j'ai pas d'idée par rapport à ça. Mais je pense que dans les fichiers, si je recherche là, j'aurai une idée, parce que ça c'est vrai que c'est un truc de référence qu'il faut mettre à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ben, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi en fait comme les températures alors c'est pas très visible, mais en fait c'est les températures. Là c'est les niveaux de température, donc c'est jour-nuit à chaque fois. Donc là jour c'est 2 - 5, après je sais plus exactement, c'est pas très visible mon affaire. Hein. Ouais c'est ça. Là on était 22, 15 et là c'est 12 et 5. Donc ça c'est les températures jour-nuit à chaque fois qui sont appliquées. Là c'est l'intensité lumineuse et puis ici c'est la photopériode, c'est les durées de photopériode ici. Pour les séquences de 100 nucléotides, pourquoi vous les avez éliminées? 100 et moins 100 ou moins alors je les ai éliminés parce qu'en fait les reads qu'on avait générés là, ils faisaient déjà 100 paires de bases. Donc je considérais que c'était des reads qui étaient pas assemblés. Donc j'ai éliminé par défaut. Et on voit aussi que, parce qu'en fait on n'a pas fait le filtrage tout de suite des données. C'est-à-dire que j'ai fait la notation sur tout le set de génome.
Et puis ce que j'ai vu là en annotation fonctionnelle, c'est que aussi de toute façon là, plus on a des séquences courtes, là moins on est capable d'annoter. Là, forcément, on a moins d'annotation. Donc en fait, et il y a beaucoup de personnes là dans les transcriptomes des conifères là, ils filtrent pour 500 paires de bases et plus. C'est-à-dire qu'en dessous, là, 500 paires de bases, ils éliminent. Ils considèrent que c'est pas assez significatif et que c'est pas des séquences assez longues. Donc je suis d'accord que là-dedans, il peut y avoir des... Non, parce que ces dernières années, là, on a commencé à trouver pas mal de peptides. Donc c'est des peptides qui peuvent avoir 10 jusqu'à 20 acides aminés qui sont très importants dans la régulation. Ça peut être voilà. C'est ce que ça peut être des choses ça peut être des choses très importantes à considérer effectivement. Même il y a des équipes actuellement qui ont publié en prenant seulement ce qui était séquencé des génomes et en allant chercher ces séquences là pour publier des articles sur les peptides chez différentes ça peut être quelque chose mais en tout cas j'ai la notation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je ne voulais absolument pas appliquer des critères sans savoir où aller, on attendait des conseils d'experts. Donc j'ai la notation fonctionnelle pour tout le set de données. Là. Pour les annotations, est-ce que vous avez utilisé là pour déterminer les domaines des protéines? Par exemple, en utilisant PFAM ou... Alors PFAM, c'est pas le préféré, c'est Interproscan qu'on a utilisé. Ok. Qui est assez performant là. Ça marche avec des profils? Pardon? Les profils, parce que c'est en fait des séquences multiples de plusieurs protéines qui viennent des espèces éloignées, puis on fait comme une sorte de profil, donc comme ça. Donc c'est très très sensitif. Donc on peut détecter là des protéines là qui sont à 15-20% d'homologie ou des choses comme ça. Parce que parfois, il y a seulement des régions comme les sites actifs ou des régions qui sont très importantes, qui sont conservées dans des protéines. Alors que c'est à peu près la même famille de protéines. Ouais. D'accord. Mais ça, j'aimerais bien avoir une discussion avec vous là-dessus pour Il y a aussi, là, je ne sais pas par rapport aux autres conifères, les ORF que vous avez trouvés, puis vous avez cherché dans les banques, puis ça ne correspond à rien. C'est-à-dire c'est comme on peut dire, entre guillemets, sont spécifiques de cette espèce. Est-ce que vous avez déterminé un peu le pourcentage ou non? Non. Pour lesquels on avait des ORF et qu'on n'avait pas d'homologie. Voilà, c'est là, j'ai pas été plus loin là-dessus. On trouve rien. Ouais. Non, là, j'ai pas été plus loin là-dessus, mais par contre, le pourcentage, je crois que je l'ai noté là quand j'ai fait mes diagrammes là. On avait comme c'était 11 000 séquences là. Ça représente quand même un gros set de séquences. Est-ce que c'est comparable par rapport à ce qui était fait chez les autres conifères ou c'est... Bonne question. Il faudrait que je vérifie. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié les pourcentages. Il faut que je recherche dans les publications. C'est une bonne question. Ouais. Mais je sais que on n'est pas les seuls là à avoir comme un gros set de séquences, mais dans quel pourcentage je peux pas vous dire exactement. Il faut que je vérifie. Je sais que chez le pain maritime ils avaient la même comment dire, structure d'annotation là, puis comme les mêmes résultats, on avait pas mal de résultats similaires. Donc je vais regarder ça, combien ils ont eu. Merci. Mais moi, j'en posais une en attendant que quelqu'un d'autre. Dans vos diagrammes de veine un peu plus loin, lorsqu'on voit dans ceux-là, les résultats pour les différents tissus, on ne voit pas beaucoup de gènes pour ce qui est des échantillons provenant des tiges comme système. Est-ce que c'est un artifice de la méthode ou est-ce que c'est, par exemple, est-ce qu'il y a eu un problème dans l'extraction des acides nucléiques à partir de ce type de tissu ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit communément dans ce genre d'expérience chez les conifères? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en termes de séquençage, puis en termes de qualité d'assemblage, là, j'avais sorti les caractéristiques pour les différents tissus. En termes de clean reads, là, on était entre tissus quand on a fait notre filtrage des reads avant d'assembler. Là, on était à peu près à 70% de clean reads qu'on avait gardé sur les raw reads là, pour chaque tissu. Donc, je pense qu'on n'avait pas de différence significative en termes en tout cas de données de départ puis de qualité de départ en termes de reads. Après, moi, je pense que c'est une explication biologique. Et là, je planche sur ces questions-là parce qu'on sait que c'est assez complexe et j'ai pas
tellement d'informations là. Franchement, là, les processus biologiques là, chez les conifères, dans ces conditions-là, il n'y a quasiment rien. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement, il y avait comme un échange de réserves, donc une translocation des réserves, des aiguilles vers les bourgeons là, pour réactiver le métabolisme, et que c'était en priorité, les réserves étaient transloquées en priorité vers les bourgeons et pas vers la tige. C'est ça que j'ai trouvé. Donc ça peut nous expliquer éventuellement qu'on n'ait pas de gènes tellement différenciés là, parce que en soi, on s'attend à ce que l'activité métabolique là, elle soit moins importante en tout cas que chez les bourgeons. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, cependant, on voit qu'il y a beaucoup d'activité dans les racines. Oui, en phase de réacclimatation. Okay. Si je peux juste compléter, oui. Chez l'épinette blanche, quand on travaille avec des semis de 3 ans et plus, ce qu'on voit, c'est que les réserves sont davantage au niveau de la tige, mais de l'année précédente. Donc, les réserves sont transloquées de la tige vers les bourgeons, mais pas la tige de l'année courante, il n'y a pratiquement rien. Donc, probablement, comme ce sont des semis de 5 mois, il ne se passe encore pas grand-chose. D'accord. OK. Ah oui, ça peut être... OK, merci. Mais comme il s'agit d'un draft, c'est ça que tu as fait, hein? Il faut, au tout début. Hein. Il faut pas trop se prononcer. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la qualité de l'assemblage, quality control. Oui. Quelles sont les statistiques que vous utilisez pour dire que bon, on a un bel assemblage ou pas? Quand on fait de l'homologie de séquence là, contre des... Alors oui, il y a plusieurs choses. J'ai pas pu tout montrer là en soi, là, mais pour montrer qu'on avait un transcriptome qui était représentatif des conifères aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de recherches d'homologie de séquences, puis essayer de caractériser là, comme le pourcentage de séquences qui matchaient sur chaque protéome en fait. Des protéomes de plantes individuelles. Et puis, on voit clairement qu'on est caractéristique de séquences de conifères. Là. Donc, je suis désolée, je n'ai pas la figure là, pour vous montrer en détail. Mais après, je ne sais pas si vous avez d'autres idées en tête en me posant cette question. Moi, c'est ce que je pense. Là. Voilà. En tout cas, c'est ce qui a été. En tout cas, il y a plusieurs approches qui ont été utilisées là. Puis chez les conifères, ils ont fait ça aussi. Donc. Oh non. Ben, merci. Autre question? Ben, sinon, je remercie encore Mme Depardieu de sa présentation. C'était fort intéressant. Merci d'être venu. Je pense que, à moins d'avis contraires, je crois que c'est la dernière conférence du CEF pour l'année académique en cours, donc de retour à l'automne prochain. Donc en période on va être en période de quoi? De réacclimatation en vue du prochain hiver. Donc, merci encore et à la prochaine.